Margaret O'Connor s'immobilisa, la main figée en plein geste, alors qu'elle s'apprêtait à saisir une deuxième assiette pour le dîner. Ses doigts noueux, déformés par l'arthrite, tremblaient légèrement lorsque la réalité la frappa de plein fouet. 20 ans qu'elle répétait ce rituel, et pourtant Robert restait mort. L'assiette en céramique retomba lourdement sur le plan de travail en bois, produisant un claquement sec qui résonna dans toute la cuisine de sa ferme isolée du Montana comme un coup de feu dans un cimetière désert. À travers la vitre givrée, elle aperçut soudain une vision irréelle. 20 paires d'yeux ambrés brillaient dans la nuit glaciale émergeant de la tempête de décembre. Le blizzard, qui hurlait depuis des heures, sembla s'interrompre d'un coup, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Et là, dans son allée ensevelie sous la neige, 20 bergers allemands s'effondrèrent simultanément. Leur corps massif dégageait de la vapeur au contact du vent polaire et le sang qui maculait leur pelage souillait le blanc immaculé de la neige. Au loin, depuis sa voiture de patrouille stationnée près de la barrière de la propriété, la radio du shérif Thomas Mitchell grésilla. Toutes unités, les actifs militaires en fuite ont été aperçus pour la dernière fois en direction de Whitmore Valley. Margaret serra la bordure de la fenêtre de toutes ses forces. Sa vieille alliance capta la lumière de l'ampoule du porche. Le chien de tête, gigantesque, marqué de cicatrices, portait autour du cou un collier militaire déchiré. Il leva la tête et croisa son regard à travers la vitre. Et suspendu à ce collier pendait quelque chose d'impossible. Les plaques d'identification de Robert, celles qu'elle avait enterrées avec lui 15 ans plus tôt. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait briser ses côtes. Combien de nuits avait-elle prié pour un signe, n'importe lequel, lui prouvant que le sacrifice de Robert n'avait pas été vain. Et maintenant, ces chiens mutilés, survivants d'un enfer inconnu, se tenaient devant sa porte. Qu'est-ce qui les avait amenés ici? Et pourquoi avait-elle l'impression que sa véritable vie ne faisait que commencer? Laissez un j'aime si cette aventure vous a touché et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant de quelle ville vous nous regardez. On continue la suite. Margaret Patricia O'Connor avait appris à mesurer son existence en pertes successives. D'abord la ferme laitière de ses parents, engloutie par la faillite alors qu'elle n'avait que 12 ans. Ensuite ses rêves d'enfant, réduits à néant par 3 fausses couches. Puis Robert, son grand amour, envoyé en Afghanistan comme maître chien. Et enfin la perte définitive. Robert lui-même, arraché à la vie par un engin explosif improvisé, aux côtés de son compagnon canin Rex, sur une route poussiéreuse près de Kandahar. 15 ans s'étaient écoulés depuis ce jour maudit. À 65 ans, elle vivait encore sur ces 40 acres du Montana, où son arrière-grand-père avait élevé du bétail, où son père s'était levé à l'aube chaque jour pour traire les vaches, et où elle avait espéré vieillir aux côtés de Robert. La maison familiale, bâtie en 1923, s'affaissait sous le poids des années et du manque d'entretien. Le toit laissait passer l'eau, la chaudière tout sautait, les portes de la grange pendaient de travers sur leurs gonds rouillés. La maigre pension de retraite de Margaret ne suffisait qu'à payer les factures d'électricité. Dans un tiroir de la cuisine, entre les factures et médicales impayées, reposait un avis de saisie bancaire. Il lui restait 48 heures avant la saisie de sa ferme. Elle vivait de café instantané, de soupe en conserve et de souvenirs. Chaque matin, par habitude, elle dressait 2 assiettes sur la grande table en chêne que Robert avait fabriquée de ses mains. Et chaque matin, elle en rangeait une. Le bruit de la céramique résonnant comme un rappel cruel de sa solitude. Les 847 habitants de Whitmore Valley la connaissaient comme la veuve O'Connor, cette femme discrète qui parlait parfois seule dans les rayons du supermarché et payait sa viande hachée avec des coupons alimentaires. Robert James O'Connor avait 28 ans lorsque l'armée l'avait recruté. Maître chien, il était connu pour sa douceur avec les animaux et sa loyauté inébranlable envers Rex, son berger allemand. Ses lettres envoyées d'Afghanistan regorgeaient d'anecdotes sur l'intelligence de son chien, son instinct protecteur, sa capacité presque surnaturelle à détecter le danger avant les humains. « Les chiens voient ce que nous ignorons, Maggie », écrivait-il dans sa dernière lettre. « Ils devinent ce que cache le cœur des hommes. » L'armée avait rapatrié Robert dans un cercueil drapé du drapeau américain. Les restes de Rex étaient revenus dans une boîte plus petite. Margaret les avait enterrés côte à côte derrière la grange, sous 2 pierres tombales identiques qu'elle n'avait pas eu les moyens d'acheter, mais qu'elle avait tout de même commandées. Le jour de l'enterrement, elle avait revêtu sa robe de mariée en soie crème, la même que 20 ans plus tôt lorsqu'elle avait épousé Robert. Et voilà qu'à présent, fixant les silhouettes massives de ces 20 bergers allemands ensanglantés,
Margaret sentit la présence de son mari aussi nettement que s'il se tenait à ses côtés. Le chien de tête la regardait avec une intensité presque humaine. Le collier militaire qui pendait à son cou portait des traces récentes d'ablation de dispositifs de suivi. Ses flancs étaient marqués de cicatrices fraîches, issues de chirurgie brutale. Ces animaux n'étaient pas des errants cherchant un abri, c'étaient des fugitifs. La radio du shérif Mitchell grésilla plus fort. Convoi militaire en approche, barrage routier en place, cible considérée comme extrêmement dangereuse. Margaret porta instinctivement la main à son alliance, cette fine bague d'or qui avait résisté 40 années sans quitter son doigt. La voix de Robert résonna dans sa mémoire. « Promets-moi, Maggie, que si un jour tu croises un chien en danger, tu l'aides. Les chiens ne mentent pas sur la confiance qu'ils donnent. » Dehors, le chef de meute se redressa titubant sur ses pattes. La lumière du porche scintilla sur les plaques militaires autour de son cou. Les plaques de Robert. Margaret sentit ses jambes trembler, mais, d'un geste déterminé, elle ouvrit la lourde porte d'entrée qui grinça sur ses gonds tordus. Le vent arctique lui fouetta le visage, faisant claquer sa chemise de nuit contre ses chevilles maigres. Le chien de tête avança péniblement et Margaret aperçut le sang séché qui collait son pelage noir, là où les trackers électroniques avaient été arrachés. « Doucement, mon grand !» murmura-t-elle en tendant une main tremblante. Ses oreilles se dressèrent et, contre toute attente, sa queue remua faiblement. Derrière lui, 19 bergers allemands jonchaient l'allée, haletants, formant de petites volutes de vapeur glacée dans l'air nocturne. Certains paraissaient inconscients. Margaret reconnut immédiatement les signes. Hypothermie, épuisement extrême, blessures infectées. Ces chiens étaient en train de mourir. Le chef fit 2 pas vers elle, puis s'arrêta chancelant. C'est à ce moment-là qu'elle les vit clairement. Les plaques de Robert, ternies par le temps mais lisibles, son nom, son grade, son numéro de matricule. « Comment as-tu ça ?» souffla-t-elle. Le chien abaissa la tête et laissa tomber les plaques à ses pieds avant de lever ses yeux ambrés vers elle, avec une expression si humaine qu'elle en eut le souffle coupé. La radio du shérif Mitchell crachota de nouveau, brisant le silence glacé. « Unité 7, des véhicules militaires demandent un accès immédiat à Whitmore Valley. Ils poursuivent une cargaison volée, classée comme propriété gouvernementale. » Un frisson parcourut l'échine de Margaret. « Propriété gouvernementale ?» Ces chiens n'étaient donc pas de simples animaux perdus. Le chef de meute, le regard fixé sur elle, poussa un léger coup de museau contre sa main comme pour la guider vers la maison. Derrière lui, les autres s'étaient instinctivement organisés en une formation défensive malgré leurs blessures. Même à bout de force, ils protégeaient cette vieille ferme et, elle, Margaret prit alors la décision qui bouleverserait à jamais son existence. « Entrez !» murmura-t-elle en se poussant sur le côté. Le chien massif franchit le seuil en boitant et alla s'allonger près de la chaise vide de Robert dans la cuisine. Le symbole la frappa de plein fouet, comme si la place qu'elle avait gardée depuis 15 ans venait enfin de retrouver un occupant. Le cœur serré, Margaret attrapa toutes les couvertures de la maison et sortit enrouler les corps transis étendus dans la neige. Aucun ne protesta, aucun ne montra la moindre agressivité. Ils acceptèrent de son aide avec une dignité bouleversante. Elle constata leurs blessures. 3 avaient des plaies infectées, plusieurs présentaient des cicatrices récentes de chirurgie, et tous étaient squelettiques, bien que musclés par l'entraînement. Ils avaient fui quelque chose et depuis longtemps. Le plus jeune, un chiot malingre, à peine plus vieux qu'un nourrisson canin, gisait presque inerte près de la grange. Margaret se précipita, colla son oreille contre son petit flanc. Un battement faible, presque imperceptible. Sans réfléchir, elle le ramassa et le serra contre elle. De retour à l'intérieur, elle le posa dans un panier rempli de serviettes réchauffées près du poêle à bois. Le chien de tête, allongé près de la chaise de Robert, suivait chaque geste de ses yeux ambrés. Quand Margaret installa le chiot, il émit un gémissement bas, presque comme une approbation. « Vous savez que je ne peux pas vous garder » murmura-t-elle en vidant ses 3 dernières boîtes de soupe dans des gamelles improvisées. 20 chiens, 20 bouches affamées, et elle n'avait que 40 $ pour tenir jusqu'à son prochain chèque de sécurité sociale. Pourtant, en les observant manger, elle comprit qu'ils n'étaient pas ordinaires. Ils ne se disputaient pas, ne grognaient pas, obéissaient à une discipline invisible, partageant avec une précision militaire. Le téléphone sonna. Le cœur battant, Margaret décrocha. « Madame O'Connor, ici Dr Williams, des services de contrôle animal. Nous avons reçu des signalements concernant des chiens errants dans votre secteur. De gros gabarits, potentiellement dangereux. Auriez-vous aperçu quelque chose d'inhabituel ?»
Avant qu'elle ne réponde, le chien de tête dressa les oreilles, son corps entier se raidissant. Un grondement sourd monta de sa poitrine. Autour d'eux, tous les chiens se figèrent, attentifs à la voix provenant du combiné. Un instinct clair, cet homme représentait une menace. « Non, docteur !» mentit Margaret d'une voix étonnamment ferme. « Je n'ai rien vu d'autre que mon ombre depuis des semaines. » Elle raccrocha les mains tremblantes. Elle venait de mentir à un agent fédéral. À 65 ans, elle venait de devenir criminelle. Le chiot gémit doucement, ouvrant des yeux sombres qui se fixèrent immédiatement sur elle. Il tenta de se lever, mais ses pattes flageolantes l'en empêchèrent. Le grand chien s'approcha, l'aida à se redresser et commença à lui lécher les oreilles avec tendresse. Margaret sentit son cœur se fissurer. Ces animaux formaient une famille. Dehors, le blizzard redoubla de violence, scellant la ferme dans un cocon de glace et de silence. Margaret enfila la vieille veste militaire de Robert, encore imprégnée de son odeur de tabac et d'huile d'armes. Dans le lointain, le grondement des moteurs se rapprochait. Des véhicules militaires avançant lentement malgré la neige. Les chiens la fixaient tous avec une confiance totale. Elle posa une main sur la tête du chien de tête. « Eh bien, mes garçons, on dirait qu'on est ensemble maintenant. » L'aube ne fit que révéler l'ampleur de sa décision. 20 bergers allemands emplissaient chaque recoin de sa vieille ferme. Le chien de tête, qu'elle commença à appeler Rex Junior, s'était posté devant la fenêtre, oreilles dressées, surveillant le moindre bruit dehors. Ses yeux ambrés suivaient chaque véhicule qui passait au loin. Margaret serra contre elle la boîte de ses médicaments. 3 comprimés restaient. Chacun coûtait 47 $, une fortune qu'elle n'avait plus. Depuis des mois, elle les rationnait en prenant des demi-doses. Mais le stress de la nuit avait déclenché une douleur sourde dans sa poitrine et son souffle se faisait court. Elle avala un comprimé entier, priant que cela suffise à la maintenir debout. Le chiot, encore faible, avait survécu à la nuit. Vers 3 heures du matin, il avait rampé jusqu'à ses genoux et s'était endormi contre sa poitrine, son petit cœur battant contre ses côtes. Les autres chiens venaient tour à tour vérifier son état. Un balai silencieux de géants veillant sur le plus fragile. La force de leurs instincts dépassait tout ce que Margaret avait observé même chez les chiens de Robert, pourtant dressés pour la guerre. Bientôt, elle entendit des pas dans la neige. Le shérif Thomas Mitchell approchait. Elle le connaissait depuis qu'il avait 12 ans quand son père travaillait encore dans la ferme familiale. C'était un homme bien, mais coincé dans une situation impossible. Elle ouvrit la porte avant qu'il ne frappe. « Bonjour Maggie », dit-il d'une voix fatiguée. Ses traits burinés semblaient avoir vieilli de 10 ans en une seule nuit. Ses yeux portaient des cernes profonds. Sa chemise d'uniforme était froissée par une garde prolongée. « Il faut qu'on parle. »« Le café est prêt », répondit-elle simplement en l'invitant à entrer. Rex Junior se leva immédiatement, muscles bandés, mais il ne grogna pas. Il semblait comprendre que Tom n'était pas une menace. Néanmoins, chaque fibre de son corps restait prête à bondir au moindre signe. Le shérif ôta son chapeau et ses gants, s'installa en face d'elle, son regard balaya la pièce. Les chiens étaient partout, sur le tapis, près du poêle, alignés près des portes comme une garde silencieuse. Tous fixaient Tom avec une intelligence presque humaine. Il déglutit. « Seigneur Jésus, Maggie, il doit y en avoir 20. 19 mâles, une femelle, » corrigea Margaret en servant le café dans la vieille tasse militaire de Robert. Ses mains tremblaient légèrement. Tous bergers allemands, tous d'anciens chiens militaires, si je me fie à ce que je vois. Tom fronça les sourcils. « Comment peux-tu en être sûr ?» Margaret désigna les cicatrices sur les flancs de Rex Junior. Regarde ces marques, c'est typique d'un retrait de puces de traçage, et observe leur discipline. Ils répondent à des signaux invisibles, maintiennent une formation, postent des guetteurs. Robert dressait des chiens comme ça. Le shérif prit une gorgée de café en fixant le chien de tête. Maggie, j'ai des agents fédéraux sur le dos. Un scientifique, Dr Marcus Chen, prétend que ces chiens sont infectés par quelque chose de dangereux, transmissible aux humains. Un juron lui échappa, surprenant même Margaret. Elle jurait rarement. Regarde-les, Tom. Ont-ils l'air malades? Ils sont exténués, affamés, traumatisés, mais certainement pas porteurs d'une peste. Tom hésita. Chen offre 50 000 $ pour leur retour. Il dit qu'ils ont besoin de soins immédiats, sinon ils vont mourir. Margaret éclata d'un rire amer. 50 000 pour des chiens malades? Tom réfléchit. Depuis quand le gouvernement paie-t-il autant pour sauver des animaux mal en point? Non, ils valent bien plus que ça, et pour une autre raison. Rex Junior s'approcha alors de Tom. Le shérif se raidit,
la main glissant par réflexe vers son arme. Mais le chien s'assit tranquillement et tendit sa patte, comme pour une poignée de main militaire. Tom, abasourdi, la saisit. « Eh bien, je serai damné », murmura-t-il. Le chien remua doucement la queue, puis retourna à son poste près de la fenêtre. « Tu vois ?» dit Margaret d'une voix grave. « Rien de normal ici. Ces chiens ne sont pas des fuites, ce sont des soldats. » Margaret remplit à nouveau leur tasse de café, ses gestes plus assurés maintenant qu'elle avait trouvé une résolution intérieure. « Tom, il faut que tu me donnes du temps. 48 heures, pas plus. » Le shérif secoua la tête. « Je ne peux pas, Maggie. Chen arrive à midi avec une équipe complète, transport militaire, vétérinaire, hommes armés, il a les autorisations de Washington. » « Alors, tu sais ce que ça veut dire ?» répliqua Margaret en plantant ses yeux dans les siens. « Pour eux, ce ne sont pas des chiens, ce sont des biens, des armes, des cobayes. » Sa voix vibrait d'une force qu'elle ne se connaissait pas. Robert me parlait des chiens capables de sauver un bataillon entier, de flairer un explosif mieux que n'importe quelle machine. Et si ces animaux avaient vu quelque chose qu'ils n'auraient pas dû? Et si c'est pour ça qu'ils ont fui? Le shérif se renversa dans sa chaise, digérant ces mots. Lui aussi avait connu la guerre, 2 tours en Irak avant de revenir au pays. Il savait ce que signifiaient les secrets d'État et surtout ce qu'ils coûtaient. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Maggie ?» Elle posa sa main ridée sur la sienne. « Couvre-moi. Dis à Chen que tu as fouillé ici et qu'il n'y a rien. La tempête bloque les routes de toute façon. Donne-moi juste quelques heures. Tu me demandes de mentir à des fédéraux. Je te demande de me faire confiance, comme tu faisais confiance à Robert. Ces chiens n'ont pas choisi cette maison par hasard. Regarde ce qu'ils m'ont apporté. » Elle sortit de sa poche les plaques militaires ternies de son mari et les posa entre eux. Tom les prit, ses yeux s'écarquillant en lisant le nom et le numéro de matricule. « Mais c'est impossible, souffla-t-il. Et pourtant, elles sont là, répondit Margaret. Ils furent interrompus par des bruits de moteur. Margaret et Tom se précipitèrent à la fenêtre. Des SUV noirs venaient de bloquer l'entrée de l'allée. Des hommes en tenue tactique se déployaient, prenant position derrière la grange et les arbres. La tempête n'avait pas suffi à les ralentir. Chen était arrivé plus tôt que prévu. Rex Junior, près d'eux, grogna d'un ton grave, aussitôt repris par tout le groupe. Une vague de grondements parcourut la maison, chaque chien se figeant, muscles bandés, regard fixé sur les silhouettes extérieures. Le chiot, effrayé, se réfugia dans les bras de Margaret. Elle sentait son petit corps trembler contre sa poitrine. Le téléphone sonna de nouveau, Tom hocha la tête, l'air grave. Margaret décrocha. « Madame O'Connor, ici Dr Chen », dit une voix froide, parfaitement contrôlée. « Je crois que vous avez quelque chose qui appartient au gouvernement des États-Unis. Je ne vois pas de quoi vous parlez, docteur. 20 bergers allemands, poursuivit-il calmement. D'anciens chiens militaires qui se sont échappés d'une installation de recherche fédérale. Ils sont porteurs de pathogènes dangereux pouvant vous tuer, vous et vos voisins. Pour votre sécurité, je vous demande d'évacuer immédiatement votre maison. » Margaret baissa les yeux vers Rex Junior. Le chien s'était placé devant sa chaise, le regard rivé sur elle. Dans ses prunelles, aucune folie, aucune rage animale, seulement intelligence, fidélité et ce qu'elle n'aurait jamais cru voir dans les yeux d'un animal, de l'amour. « Ces chiens ne sont pas malades, » répondit-elle d'une voix calme. « Ce sont des réfugiés et je ne les abandonnerai pas. » La ligne coupa net. Dehors, elle vit Chen descendre de son véhicule. Grand, élégant, dans un manteau trop luxueux pour ses conditions, il observait la ferme comme un général jaugeant un champ de bataille. Ses hommes se déployaient, armes prêtes. À l'intérieur, Rex Junior organisa sa meute avec une précision troublante. Les plus robustes prirent place aux fenêtres, d'autres près des portes. Les blessés au centre, autour du chiot. 3 chiens disparurent vers l'arrière. Margaret entendit la vieille chatière grincer. Ils sortaient en mission. Flanqués, encerclés, manœuvrés, comme de véritables soldats. « Maggie, il faut que tu me laisses gérer ça », insista Tom. « Ces types ont l'autorisation d'utiliser la force létale. » Margaret secoua la tête, déjà devant le vieux coffre-fort où reposaient les affaires de Robert. Ses doigts arthritiques luttèrent avec la combinaison, mais le déclic finit par retentir. À l'intérieur, un pistolet de service parfaitement entretenu, huilé chaque année malgré 15 ans d'inaction. « Bon sang, Maggie, tu ne peux pas sortir ça contre des agents fédéraux. »« Regarde-moi bien, » répliqua-t-elle en vérifiant le chargeur. « Ces chiens m'ont confié leur vie. Je ne les laisserai pas tomber comme j'ai laissé tomber Robert. » La radio de Tom grésilla. « Shérif Mitchell, ici l'agent Rodriguez. Nous encerclons la structure. Essayez de calmer la civile et éloignez-la des animaux. Mais dehors, la surprise attendait déjà Chen.
Les 3 chiens envoyés en éclaireur venaient d'apparaître derrière ces hommes, silencieux comme des ombres. Pas d'attaque, seulement une présence stratégique démonstrative. Les agents se retournèrent brusquement, armes levées, pour découvrir 3 silhouettes, assises calmement dans la neige, haletant doucement. Un flanquement parfait. « Seigneur !» souffla Tom. Ces chiens viennent d'exécuter une manœuvre militaire impeccable. Chen prit le mégaphone et hurla « Madame O'Connor, vous hébergez de la propriété gouvernementale, ces animaux sont infectés. S'ils ne sont pas remis immédiatement, vous serez inculpés. » Margaret ouvrit la fenêtre. « Allez au diable, docteur. Ces chiens ne sont pas votre propriété. Ce sont des prisonniers de guerre. » Ces mots traversèrent la vallée glacée comme une balle. Chen blêmit, son masque professionnel se fissurant. Il ordonna à ses hommes d'avancer, armes tranquillisantes pointées. Rex Junior leva les yeux vers Margaret et émit un jappement grave. Elle comprit l'intention, demander l'autorisation de défendre la maison. Elle pensa à Robert, à sa promesse, puis elle hocha la tête. Le cri de Rex Junior éclata dans la tempête, repris par toute la meute. Un concert sauvage, solennel qui fit hérisser les poils sur les bras de Margaret. Ce n'était pas un rugissement agressif, c'était une déclaration « Nous ne céderons pas ». Les hommes hésitèrent, ils ne voyaient pas des bêtes enragées, mais des soldats organisés. « Madame !» lança l'agent Rodriguez au mégaphone. « Nous allons entrer. Éloignez-vous pour votre sécurité. » Margaret franchit alors le pas de la porte, Robert à ses côtés en pensée, le pistolet en main. Le froid mordait sa peau, mais elle resta droite. Le premier qui met le pied sur ma propriété devra expliquer à mon mari pourquoi il menace sa famille. Chen hurla. « Votre mari est mort depuis 15 ans, vieille folle, acceptez la réalité. Robert est plus vivant que vous ne le serez jamais, répliqua-t-elle, la voix vibrante. Lui, au moins, est mort pour quelque chose de noble. Et vous? Pourquoi vous battez-vous? Vos contrats? Vos primes de laboratoire? » Rex Junior sortit sur le porche, se plaça entre elle et les fusils, droit comme une sentinelle. L'un après l'autre, les autres chiens suivirent. Même les blessés, boitant, refusèrent de rester en arrière. Une armée silencieuse, prête à défendre leur sanctuaire. Le shérif sortit aussi, arme en main, mais dirigé vers le sol. « C'est ma juridiction » déclara-t-il d'une voix forte. « Personne ne bouge sur cette propriété sans passer par moi. » Rodriguez, tendu, transmit dans sa radio. « Commandement, conflit avec force locale, besoin de clarification. » Chen explosa. « Ces animaux sont des armes biologiques, chaque minute compte. » Mais à ce moment-là, Rex Junior posa devant Margaret un petit cylindre métallique. Elle le ramassa et déchiffra l'étiquette abîmée. Projet Lazarus, protocole K9 d'amélioration. Ses yeux se levèrent, brûlants. Amélioration? Elle leva le tube bien haut. Qu'avez-vous fait à ces chiens, Chen? Quelles expériences inhumaines? Le scientifique devint livide. C'est classifié, posez ça immédiatement. Classifié? Ou bien torture? Siffla Margaret. Tom appelle la presse, prévient les associations de défense animale, le monde doit savoir. Chen arracha une arme à un de ses hommes, visant Rex Junior, mais Margaret fut plus rapide, son pistolet pointé droit sur lui. « Déposez ça, Chen, ou c'est vous que je descends ?» Chen ricana, la voix cassée par la colère. « Vous n'oserez pas tirer? Vous n'en avez pas le courage ?» Margaret ne scia pas. Son arme était stable, parfaitement alignée sur sa cible. « Essayez-moi, Robert m'a appris à viser plein cœur, et je n'ai plus rien à perdre. » Le shérif Mitchell s'avança, son revolver sorti cette fois, pointé droit vers le scientifique. « Docteur, je vous arrête pour cruauté envers les animaux et menace contre une civile. Vous avez le droit de garder le silence. » Chen éclata de rire. « Vous ne pouvez pas m'arrêter, shérif. J'ai l'autorité fédérale. Pas dans mon comté, » répliqua Tom d'une voix glaciale. « Ici, les crimes sont des crimes. Peu importe l'uniforme ou les diplômes, et je vois 20 chiens torturés qui en sont la preuve vivante. » Les hommes de Chen hésitaient. Ils avaient reçu l'ordre de récupérer des bêtes dangereuses. Mais ce qu'ils voyaient, c'étaient des chiens parfaitement disciplinés, organisés, protégeant une vieille femme frêle comme leur propre général. Et cette femme tenait tête au gouvernement lui-même. Rodriguez leva la main pour calmer ses troupes. Commandement, situation hors protocole. Les chiens démontrent une intelligence et une coordination jamais observées. Demande de nouvelles instructions. Rex Junior, lui, s'avança de quelques pas vers Chen, puis s'assit. Sa posture n'avait rien d'hostile. C'était une sentence silencieuse. Ses yeux ambrés fixaient le scientifique comme pour le juger. Chen hurla, le doigt crispé sur la détente. « Reste ou tué. Margaret,
La respiration haletante, mais son doigt ferme sur la gâchette, se plaça devant Rex Junior. « Si vous tirez sur lui, vous me tuez aussi, parce que je ne les abandonnerai pas. Pas comme j'ai dû abandonner Robert. » Le silence pesant s'étira. Les fusils tremblaient entre les mains des agents. Le vent hurlait autour d'eux. Puis, soudain, un son nouveau déchira l'air. Un hurlement lointain répercuté par les collines. Rex Junior leva la tête et répondit d'un cri puissant. Et comme un écho, des dizaines, puis des centaines d'autres voix canines jaillirent de toutes les directions. Les forêts, les champs, même la route enneigée, partout, des silhouettes se mirent à apparaître. Pas 20, pas 50, des centaines. Margaret écarquilla les yeux. Des bergers allemands de tous âges, de toute taille, convergeaient vers la ferme. Certains portaient encore un harnais de police, d'autres des cicatrices de guerre. Quelques-uns boitaient sur des prothèses. Beaucoup portaient les stigmates de colliers arrachés, de puces retirées. Une armée silencieuse avançait, irrésistible. « Nom de Dieu !» souffla Rodriguez, son arme baissée. « Ils arrivent de partout !» Chen pivotait sur lui-même, la terreur tordant ses traits. « Impossible, nous n'avions recensé que 20 échappés. Comment est-ce possible ?» Rex Junior grimpa sur le porche, leva la tête et lança un hurlement long, vibrant, qui résonna dans toute la vallée. Chaque chien lui répondit, s'arrêtant net en formation parfaite à la limite des clôtures, pas de chaos, pas de désordre. Une armée organisée, disciplinée, venue répondre à un appel que seul un cœur pouvait entendre. Le shérif murmura « Mon Dieu, c'est comme un appel aux armes ». Bientôt, la ferme fut encerclée par plus de 400 bergers allemands. Des vétérans de toutes les guerres américaines semblaient avoir ressuscité à travers eux. Les agents fédéraux se retrouvèrent cernés, impuissants. Rodriguez leva ses deux mains. « Tenez le feu, personne ne tire sans ordre direct. » Chen, paniqué, hurla dans sa radio. « Commandement, autorisez la force létale. Nous sommes assiégés par des animaux hostiles. » La réponse claqua sèche, glaciale. « Négatif. » Les médias retransmettent déjà des images satellites. La nation entière regarde. Pas de tir, pas de perte. Chen blêmit. La rage céda la place à la peur. Margaret, elle, pleurait. Les larmes gelaient sur ses joues. Elle observait cette mère de chiens. Ils n'étaient pas 20, ils étaient des centaines. Ils rentraient à la maison. Soudain, un vieux berger allemand boitant s'approcha du porche. Son pelage était grisonnant, ses yeux voilés par l'âge. Dans sa gueule, un collier élimé aux couleurs de l'armée. Margaret chancela en le prenant. L'écusson brodé appartenait à l'unité de Robert. Elle lut le nom gravé sur la médaille « Sergent-major Bruno, 1995 à 2008 ». Ce chien avait servi plus de 13 ans. Il pose sa patte sur sa main dans un geste parfaitement militaire. « C'est impossible », murmura-t-elle, la gorge serrée. Chen, livide, tenta encore. « Ces animaux ne sont pas normaux. Ils portent en eux des données sensibles. Ils sont dangereux. » Mais une autre voix résonna, grave, autoritaire, venant d'un convoi tout juste arrivé. Comme l'enfer, ils le sont. Margaret se retourna. Un véhicule officiel s'était arrêté à l'entrée. Une femme grande, cheveux argentés, uniforme impeccable, descendit. Les étoiles d'un général brillaient sur ses épaulettes. « Madame O'Connor » dit-elle en avançant, le regard sévère mais empreint de respect. « Je suis la générale Patricia Hayes, directrice des affaires des vétérans. J'ai entendu dire que vous vous occupiez de quelques-uns de nos anciens compagnons. » Margaret redressa ses épaules, sentant Robert près d'elle. « Oui, madame, 20 d'entre eux ont choisi ma maison. Et apparemment, leurs frères les ont rejoints. » La générale esquissa un sourire. « Ces chiens ne sont pas de simples vétérans, madame. Selon nos registres, beaucoup d'entre eux sont déclarés morts depuis des années. Pourtant, les voilà. » Elle fit signe. Derrière elle, des bus s'ouvrirent et des dizaines de militaires en sortirent. Certains en uniforme, d'autres en civil, tous porteurs de cicatrices visibles ou invisibles. D'anciens maîtres chiens. Et alors, la magie se produisit. Un jeune marine tomba à genoux en voyant un berger allemand courir vers lui. « Max! Oh mon Dieu, Max! Il m'avait dit que tu étais mort en Irak !» Le chien le renversa, le couvrant de l'échouille, tandis que le soldat éclatait en sanglots. Une femme en uniforme hurla de joie en voyant une femelle à la patte artificielle. « Luna !» Le chien bondit dans ses bras, queue battant comme si 15 années ne s'étaient pas écoulées. Partout autour de la ferme, les retrouvailles se multipliaient. Des chiens annoncés morts retrouvaient leurs partenaires humains. Des larmes coulant sur des visages endurcis par la guerre. Margaret observait bouleversée, ces animaux n'avaient pas fui. Ils avaient suivi un plan, ils avaient ramené l'espoir. Mais derrière l'émotion, la vieille femme sentit une certitude glaciale.
Cette histoire n'était pas terminée. Le soleil déclinait sur les collines du Montana, peignant le ciel de teintes violettes et sanglantes. La tempête, elle, s'intensifiait. Le vent hurlait comme un monstre ancien, projetant des rafales de neige à l'horizontale. À l'intérieur de la ferme, 400 bergers allemands et une cinquantaine d'humains tentaient de trouver refuge. La chaleur de l'émotion des retrouvailles laissait déjà place à une inquiétude glaciale. Comment survivre à ce blizzard annoncé comme le pire depuis un siècle? La vieille chaudière de 1923, déjà capricieuse, rendit l'âme dans un gémissement métallique. Le poêle à bois tenait encore, mais il ne suffirait pas à chauffer autant d'âmes entassées. Les fenêtres laissaient entrer des courants d'air polaires. Le plancher craquait sous le poids combiné des chiens et des vétérans. La nourriture, elle, était dérisoire. Les quelques conserves de Margaret avaient suffi à peine pour 20 chiens. Elle ne pourrait jamais nourrir 450 bêtes et 50 humains. Margaret sentit sa poitrine se serrer. Son souffle devint difficile. Une douleur aiguë lui transperça le bras gauche. Elle savait ce que c'était. Robert lui avait appris les signes. Une crise cardiaque menaçait. Elle chercha sa boîte de médicaments, vide. Ses doigts tremblants laissèrent tomber le flacon au sol. Elle comprit alors qu'elle n'avait plus aucune dose. Rex Junior se pressa contre elle comme s'il avait senti la détresse battre dans ses veines. Ses yeux ambrés semblaient dire « Tiens bon, on a encore besoin de toi ». Mais autour d'eux, le chaos grandissait. Les vétérans, malgré leur discipline passée, commençaient à céder à la panique. Certains jeunes parlaient de tenter leur chance dans la grange, ignorant que sortir signifiait une mort certaine dans le blizzard. Les chiens, eux aussi, commençaient à s'agiter, certains grognant, stressés par l'angoisse des humains. La tension montait comme une mèche prête à exploser. Puis le drame frappa. La sergente Maria Santos, à peine 30 ans, venait de retrouver son partenaire canin Thunder quelques heures plus tôt. Mais l'air glacé déclencha chez elle une crise d'asthme sévère. Son inhalateur était resté dans un véhicule enseveli sous 6 pièces de neige. Elle s'effondra, suffocant, ses mains cherchant désespérément de l'air. Thunder hurla à la mort, secouant sa maîtresse comme pour la ramener à la vie. Mais en vain. Elle mourut dans ses bras, ses yeux fixés sur le plafond de la vieille ferme. Le silence après sa mort fut assourdissant. Le groupe se fissura. Certains crièrent qu'il fallait sacrifier les chiens les plus faibles pour préserver les humains. D'autres protestèrent, hurlant qu'on ne pouvait pas trahir leurs compagnons. Les anciens liens sacrés entre maîtres et chiens se déchiraient sous le poids du désespoir. Margaret sentit une autre vague de douleur la plier en deux. Sa vision se brouilla. Ses lèvres murmurèrent « Pas maintenant, Robert, pas encore ». Elle refusait de lâcher, même si la mort lui tendait les bras. La générale Hayes vint s'agenouiller à ses côtés. « Madame O'Connor, vous devez vous reposer. Vous êtes trop faible. » Margaret secoua la tête. « Ils ont encore besoin de moi. » Son souffle était court, chaque mot une lutte. « Vous devez les tenir ensemble. » Dans la salle, la situation devenait explosive. Certains vétérans s'étaient déjà levés pour barricader un coin de la maison, prêts à se battre pour une place au chaud. Des chiens, stressés, grognaient. L'ordre menaçait de s'effondrer. C'est alors que Rex Junior prit une décision. Le grand berger se leva, jeta un regard à Margaret, puis fonça droit vers la fenêtre. Avant que quiconque ne puisse réagir, il fracassa la vitre d'un bond puissant et disparut dans la nuit glaciale. « Rex !» hurla Margaret, sa voix se brisant. La bourrasque s'engouffra dans la maison, glaçant encore plus l'air. Mais bientôt, un son inattendu résonna dans la tempête. Des aboiements puissants, rythmés, venant de Rex Junior, puis d'autres chiens dehors. Le shérif attrapa des jumelles et scruta la nuit par la fenêtre brisée. Ses yeux s'écarquillèrent. Mon Dieu, ils forment un périmètre autour de la maison. Un à un, les chiens les plus robustes imitèrent Rex Junior. Brisant vitres et portes, ils sortirent dans le blizzard. Dehors, ils s'alignèrent, se collèrent les uns aux autres, formant un mur de chair et de fourrure contre le vent hurlant. Une barrière vivante pour protéger la maison. À l'intérieur, la température se stabilisa légèrement. Les fissures du bâtiment furent colmatées par les corps de ces guerriers silencieux. Mais le prix fut terrible. Des gémissements filtrèrent à travers la tempête. Certains chiens hurlaient de douleur, frappés par le gel. D'autres se turent peu à peu, figés dans la neige, morts debout, toujours en formation. La générale Hayes, les larmes aux yeux, chuchota. « Ils sont en train de mourir pour nous !» Margaret tomba à genoux près du poêle, sa main crispée sur sa poitrine. Cette fois, son cœur céda.
Un éclair de douleur fulgurant la traversa. Elle s'effondra. Son dernier regard fut pour le chiot qu'elle avait sauvé, qui tenta maladroitement de la suivre dehors, décidé à rejoindre ses aînés dans leur sacrifice. Ses lèvres murmurèrent dans un souffle brisé « Sauvez-le, sauvez-les tous ». Puis le noir l'emporta. Margaret O'Connor mourut cette nuit-là, persuadée qu'elle avait échoué, qu'elle avait perdu Robert une première fois et qu'elle avait perdu ses chiens une seconde. Elle partit en croyant que son combat s'était arrêté là. Elle ignorait que, dehors, les formations de chiens dessinaient un cercle parfait autour de la maison, leur corps dégageant encore assez de chaleur pour que les caméras thermiques des hélicoptères de secours les repèrent à des kilomètres à la ronde. Elle ignorait que son sacrifice allait déclencher l'opération de sauvetage la plus documentée de l'histoire moderne des animaux et surtout, elle ignorait que sa mort n'était pas due à son cœur fatigué, mais à un poison glissé dans ses médicaments depuis des mois. Au petit matin, la tempête s'apaisa enfin. Les hélicoptères de la garde nationale percèrent le ciel encore saturé de nuages, guidés par une signature thermique que personne n'aurait pu imaginer. Les cercles concentriques formés par des centaines de chiens, certains encore vivants, d'autres figés à jamais dans la neige, tous disposés en parfaite formation militaire. Depuis les airs, les pilotes restèrent émus devant le spectacle. Commandement, ici équipe de sauvetage 1. Ce que je vois est indescriptible. Les chiens se sont disposés comme une barrière humaine autour de la maison. Beaucoup sont morts debout, gelés sur place, mais ils ont protégé les survivants jusqu'au bout. À l'intérieur de la ferme, les secours découvrirent une scène qui brisa le cœur même des vétérans les plus endurcis. Margaret gisait près du poêle, son visage apaisé, comme si elle s'était endormie. Autour d'elle, des chiens survivants et humains s'étaient serrés, tentant de la réchauffer en vain. Dans ses bras, le chiot qu'elle avait sauvé respirait encore faiblement, miraculeusement vivant. Le docteur Sarah Lynn, médecin légiste dépêché sur place, procéda aux premières constatations. Son front se plissa presque immédiatement. « Ce n'est pas une crise cardiaque classique », annonça-t-elle. Les analyses sanguines, réalisées en urgence, confirmèrent ses soupçons. Les niveaux de digitaline dans son organisme étaient anormalement élevés. Ce n'était pas son traitement habituel, expliqua Sarah à la générale Ace et au shérif Mitchell. C'était un extrait concentré de digital pourpre. Quelqu'un l'empoisonnait petit à petit depuis des mois. Un silence terrible s'abattit sur la pièce. Tom Mitchell, le visage blême, murmura « Mais… » Ces médicaments venaient de la pharmacie Hartwell. Pete Hartwell lui a toujours fourni ses prescriptions. Le voile tomba brutalement. Pete Hartwell, pharmacien respecté de Whitmore Valley, ami de la famille depuis 40 ans. Un homme que Margaret saluait encore chaque dimanche en allant chercher son café. Il avait trahi sa confiance la plus intime. L'enquête fédérale révéla rapidement l'ampleur de la conspiration. Hartwell avait touché 50 000 $ d'un sous-traitant militaire. Sa mission ? S'assurer que Margaret ne vive pas assez longtemps pour découvrir ce qui reposait encore caché dans les affaires de son mari défunt. Car Robert O'Connor n'était pas mort dans un simple attentat en Afghanistan. Ses effets personnels, retrouvés dans une vieille malle de la grange, contenaient bien plus que des lettres jaunies. Cachées sous un double fond, les enquêteurs découvrirent des dossiers, des photographies, des vidéos et même un disque dur crypté. Des preuves irréfutables de ce que Robert avait tenté de dénoncer 15 ans plus tôt. Le projet Lazare, un programme militaire clandestin visant à transformer les chiens de guerre en armes biologiques améliorées. La virilée tribunaux militaires s'emparèrent de l'affaire. En quelques mois, 23 officiers furent traduits en cour martiale. 17 entreprises perdirent leur contrat avec le gouvernement. Le projet Lazare fut officiellement démantelé. Mais pour la population américaine, l'histoire n'était pas celle d'un complot militaire. C'était l'histoire d'une veuve courageuse qui avait ouvert sa porte à 20 chiens blessés et avait, par cet acte de compassion, déclenché une révolution. T frappa comme une bombe. Robert avait découvert les expériences menées sur Rex, son propre compagnon canin, et sur des dizaines d'autres chiens. Il avait menacé de tout révéler à la presse. Son supérieur direct avait alors ordonné une mission suicide, maquillée en mort héroïque. L'IED qui avait tué Robert n'était qu'une couverture. Et les restes de Rex n'avaient jamais été envoyés aux États-Unis. Les dog tags que Rex Junior avait apportés à Margaret n'avaient pas été pris dans une tombe. Ils provenaient du cache secret où Robert avait dissimulé ses preuves. Un dernier message, enregistré sur cassette, complétait le puzzle. Sa voix résonna dans la grange glaciale, tremblante mais déterminée. « Maggie,
Si tu entends ça, c'est qu'ils m'ont fait taire. Mais j'ai laissé une trace. Ces chiens, ils ne sont pas seulement des soldats. Ce sont des frères d'armes. Ils méritent mieux que l'oubli et l'expérimentation. Tu es la seule en qui j'ai confiance. S'ils viennent un jour à toi, protège-les et fais en sorte que le monde sache la vérité. » Margaret avait tenu sa promesse sans même savoir qu'elle suivait le plan de Robert depuis le début. Chaque pas de Rex Junior et de son groupe n'était pas une fuite désespérée, mais une mission soigneusement préparée depuis 15 ans. Ramener les preuves, trouver Margaret et dévoiler le projet. La générale Ace serra les poings en écoutant les enregistrements. « C'est un scandale d'État, on va remuer ciel et terre. » Les tribunaux militaires s'emparèrent de l'affaire. En quelques mois, 23 officiers furent traduits en cour martiale. 17 entreprises perdirent leur contrat avec le gouvernement. Le projet Lazare fut officiellement démantelé. Mais pour la population américaine, l'histoire n'était pas celle d'un complot militaire. C'était l'histoire d'une veuve courageuse qui avait ouvert sa porte à 20 chiens blessés et avait, par cet acte de compassion, déclenché une révolution. Margaret devint une héroïne nationale, célébrée non pas pour avoir tiré un coup de feu, mais pour avoir osé aimer là où d'autres n'avaient vu que des armes. Le chiot qu'elle avait sauvé, baptisé Hope par les vétérans, grandit pour devenir le symbole vivant de cette nouvelle ère. Et sur son ancien domaine, transformé en sanctuaire, des centaines de chiens trouvèrent enfin la paix. Mais malgré les hommages, malgré les drapeaux en berne et les commémorations officielles, une question brûlait encore toutes les lèvres. Qui, au sommet de l'État, avait donné l'ordre d'effacer Robert et de réduire Margaret au silence? Les mois qui suivirent l'opération de sauvetage secouèrent l'Amérique entière. Les médias, fascinés par l'histoire de Margaret O'Connor et de ses chiens, firent défiler en boucle les images captées par les hélicoptères, les cercles parfaits de bergers allemands figés dans la neige, la vieille ferme battue par le blizzard et la silhouette immobile de Margaret, protégée jusqu'à son dernier souffle. Les funérailles nationales organisées à Whitmore Valley dépassèrent tout ce que la petite communauté avait jamais connu. Des milliers de personnes affluèrent, vétérans, familles de militaires, simples citoyens. Les drapeaux américains recouvraient les rues enneigées. Et pour la première fois dans l'histoire du pays, une cérémonie militaire officielle rendit hommage non seulement à une veuve courageuse, mais aussi à ses compagnons canins. Les cercueils de 20 chiens, tombés dans la tempête, furent alignés aux côtés du sien. La générale Ace prononça un discours qui fit trembler l'assistance. Margaret n'a pas seulement sauvé des chiens. Elle a sauvé notre conscience. Elle nous a rappelé que le courage ne consiste pas à obéir, mais à protéger ceux qui ne peuvent pas se défendre. À Washington, les audiences publiques firent éclater le scandale. Le projet Lazare devint un synonyme de trahison, comparable aux pires excès de l'histoire militaire. Des sénateurs frappaient du poing sur la table, exigeant des comptes. La vérité révélée par les documents de Robert était irréfutable. Pendant plus de 20 ans, des chiens militaires avaient été enlevés à leur maître, déclarés morts, puis utilisés comme cobayes dans des expériences de prolongement de vie, de modification génétique et de manipulation comportementale. Les témoignages des vétérans furent les plus dévastateurs. Un par un d'anciens maîtres chiens prirent la parole pour raconter comment on leur avait dit que leurs compagnons étaient morts au combat, alors qu'en réalité, ils avaient été expédiés dans des laboratoires secrets. Les sanglots de soldats décorés firent plus pour faire plier le Congrès que n'importe quel lobbying. Dans ce chaos, un homme fut particulièrement exposé, Pete Hartwell, le pharmacien. Son visage placide de vieil homme de campagne se transforma en celui d'un traître national lorsqu'il avoua avoir falsifié les médicaments de Margaret. Il expliqua d'une voix blanche qu'on lui avait promis que la mort semblerait naturelle, que personne ne souffrirait, mais les enquêteurs découvrirent qu'il avait reçu de l'argent directement d'un sous-traitant d'armement basé au Nevada, une entreprise qui tirait profit du projet. Le procès fut expéditif. Hartwell, jadis respecté, fut condamné à la prison à vie pour empoisonnement et complicité de meurtre. Le contraste entre son image de bon voisin et sa trahison glaça l'opinion publique. Si même un pharmacien de village pouvait être acheté, alors personne n'était à l'abri de la corruption. Pendant ce temps, la ferme de Margaret prit une nouvelle dimension. Des bénévoles affluèrent de tout le pays, offrant bois, nourriture, matériel. En quelques semaines, les bâtiments délabrés furent restaurés. Les vieilles granges devinrent des infirmeries modernes pour chiens blessés. La maison elle-même fut transformée en un musée vivant préservant chaque détail du quotidien de Margaret. 2 assiettes sur la table,
son vieux peignoir suspendu près du poêle, ses lunettes posées sur la Bible ouverte à la dernière page qu'elle avait lue. Le sanctuaire prit officiellement le nom de Fondation Margaret O'Connor, et son slogan, gravé à l'entrée, était tiré des derniers mots qu'elle avait prononcés avant de s'éteindre « Sauvez-les tous ». Le chiot qu'elle avait serré contre elle, baptisé Hope, grandit vite. Devenu un magnifique berger allemand à la robe noire et feu, il devint le gardien du sanctuaire. Ceux qui le rencontraient disaient qu'il possédait quelque chose d'inexplicable. Une douceur dans le regard, une capacité à sentir la douleur invisible des visiteurs. Les vétérans atteints de stress post-traumatique juraient qu'il les comprenait mieux que n'importe quel thérapeute. La générale Ace, touchée jusqu'à l'âme par cette histoire, quitta ses fonctions officielles et prit la direction du sanctuaire. « Je préfère finir ma carrière ici », dit-elle lors d'une interview, entourée de héros à quatre pattes et d'humains qui savent ce que loyauté veut dire. Et pendant que le sanctuaire devenait un phare d'espoir, les retombées judiciaires continuaient. 17 entreprises militaires perdirent des milliards en contrats. Des généraux de haut rang furent condamnés, mais plus que la chute des puissants, ce fut la montée d'un mouvement populaire qui marqua les esprits. Des manifestations éclatèrent devant les bases militaires, justice pour les chiens soldats, criaient les pancartes, des milliers de familles demandèrent des comptes sur ce qui était arrivé à leurs animaux disparus. Le Congrès, acculé, vota une loi historique, l'acte des vétérans canins, qui garantissait désormais aux chiens militaires retraités les mêmes soins médicaux que leurs homologues humains, ainsi qu'un statut de vétéran à part entière. Margaret, qui avait vécu ignorée et pauvre, était devenue, dans la mort, une figure mythique. On parlait d'elle comme d'une nouvelle Harriet Tubman, une femme qui avait ouvert une voie vers la liberté, non pour des esclaves humains, mais pour des guerriers canins. Mais pour Tom Mitchell, le shérif, la gloire nationale n'était rien à côté du vide personnel. Chaque dimanche, il continuait à déposer des fleurs sur la tombe de Margaret, à quelques mètres de celle de Robert et de l'ancien Rex. Il s'asseyait dans l'herbe, sortait un carnet et lisait à voix haute les lettres que des enfants du monde entier envoyaient à la fondation. Certains disaient « Je veux être comme Madame O'Connor quand je serai grand ». D'autres « Merci d'avoir montré que les chiens sont des héros aussi ». Le shérif restait là, lisant chaque mot, comme s'il les offrait à la mémoire de celle qu'il avait protégée trop tard. Pour lui, Margaret n'était pas un symbole. Elle était une amie, une femme avec ses douleurs, sa solitude, ses mains noueuses par l'arthrite. Une femme qui, dans son dernier souffle, avait sauvé plus d'âmes que n'importe quel général. 5 ans passèrent, les hivers du Montana restaient toujours aussi brutaux, mais sur les 40 acres autrefois décrépits de la ferme O'Connor, un miracle s'était installé. Là où les granges tombaient en ruine, s'élevaient désormais des bâtiments modernes aux toits solides. Là où l'herbe avait jauni, des enclos verdoyants accueillaient des centaines de chiens retraités. Le domaine n'était plus une simple ferme, mais un vaste complexe connu sous le nom de Sanctuaire O'Connor pour chiens militaires. Chaque semaine, des bus scolaires s'arrêtaient devant le portail. Des enfants descendaient en file indienne, impatients de rencontrer les pensionnaires. Leur guide n'était autre que Hope, le chiot sauvé par Margaret cette nuit de décembre, désormais un superbe berger allemand de 5 ans. Hope menait les groupes d'élèves d'un pas tranquille, s'arrêtant parfois pour se blottir contre les jambes d'un enfant en larmes ou poser doucement sa tête sur les genoux d'un vétéran en fauteuil roulant. On disait qu'il n'avait jamais reçu de formation officielle, mais qu'il savait instinctivement qui avait besoin de lui. Un matin glacial de décembre, la générale Patricia Hayes, désormais à la retraite mais directrice du sanctuaire, observait cette scène depuis le porche restauré de la maison de Margaret. Les rires des enfants, les aboiements joyeux des chiens et la vue des vétérans retrouvant une forme de paix formaient une musique qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre après tant d'années de guerre. Elle inspira profondément. Ici, la douleur des batailles ne trouvait une réponse, la rédemption à travers l'amour et la mémoire. Tom Mitchell, vieilli mais toujours droit, arriva avec le courrier du jour. Parmi les lettres de dons et les demandes d'adoption, une enveloppe attira immédiatement son attention. L'adresse expéditrice était écrite d'une main ferme. James O'Connor Jr., corps canin de l'armée américaine. Le shérif sentit ses doigts s'y trembler alors qu'il tendait la lettre à Ace. Elle l'ouvrit, et à l'intérieur, ils trouvèrent une photo et quelques mots manuscrits. La photo montrait un jeune soldat, en treillis, agenouillé à côté d'un berger allemand au regard perçant. Le chien portait un collier frappé d'un nom évocateur, Rex III. La lettre disait
Chers amis du sanctuaire O'Connor, je m'appelle James O'Connor Jr. Mon père a servi avec le sergent Robert O'Connor tombé en Afghanistan et il m'a transmis son nom pour que son souvenir perdure. J'ai moi-même servi 8 ans avec mon partenaire Rex III, petit-fils du Rex original. Après d'innombrables missions en Irak et en Syrie, Rex prend sa retraite. Il n'y a qu'un endroit au monde où je souhaite qu'il finisse ses jours, le sanctuaire fondé en mémoire de Margaret. Je prendrai ma propre retraite l'an prochain et j'aimerais, si vous m'acceptez, devenir bénévole parmi vous. Parce que je crois que, comme le disait Robert, les chiens voient dans nos cœurs ce que nous avons oublié de regarder. La générale Hayes referma la lettre, émue jusqu'aux larmes. C'est comme si le cercle se refermait, souffla-t-elle. Quelques jours plus tard, une autre bonne nouvelle arriva. Le projet que la Fondation portait depuis 3 ans venait d'être validé par le Congrès et approuvé par le département des anciens combattants. Un mémorial national dédié aux chiens militaires et à leurs maîtres allait voir le jour. Et il serait érigé sur l'emplacement exact où Margaret avait tenu tête aux agents fédéraux, cette nuit d'hiver où tout avait commencé. Les plans prévoyaient une grande place circulaire au centre de laquelle se dresseraient plusieurs statues en bronze. Margaret, représentée debout, une main posée sur la tête d'un berger allemand, serait entourée de 20 chiens en posture de protection. Mais l'élément le plus poignant serait le monument principal. Une sculpture grandeur nature de Rex Junior, figée dans sa dernière position, plaquée contre la porte de la ferme, protégeant l'intérieur de son corps jusqu'à son dernier souffle. Sous la statue, une simple inscription, ils m'ont confié leur vie. Je ne pouvais pas les laisser tomber comme j'ai laissé tomber Robert. Et en plus petit, une seconde phrase, à la mémoire de tous les chiens de guerre et des humains qui les aiment. Le courage ne connaît pas d'espèce. Le sanctuaire préparait une cérémonie inaugurale qui rassemblerait vétérans, familles et anonymes. On annonçait déjà des délégations de plusieurs pays venus honorer le sacrifice des chiens soldats. Le soir venu, alors que les lumières des bâtiments s'éteignaient une à une, la générale Hayes se rendit au petit cimetière derrière la ferme. Là, côte à côte, reposaient Robert, Margaret et Rex, le tout premier. Les visiteurs déposaient des fleurs chaque jour et la pierre de Margaret portait désormais une inscription que des millions de gens connaissaient par cœur. Elle les a tous sauvés. Hope l'accompagnait comme toujours, portant dans sa gueule la vieille balle de tennis de Rex Junior. Chaque soir, depuis 5 ans, il déposait la balle sur la tombe de Margaret, attendait silencieusement 10 minutes, puis repartait. Personne ne l'avait dressé à ce rituel. Il l'avait commencé de lui-même, le lendemain de l'enterrement, et jamais il n'avait failli. Ce soir-là, alors que Hayes observait la scène, un nouveau son s'éleva dans le froid. Un hurlement solitaire venu d'un enclos plus éloigné, c'était Rex III, le nouveau venu. Son chant fut rapidement rejoint par celui d'autres chiens, puis par des dizaines d'autres. Une chorale sauvage monta dans le ciel étoilé, non plus empreinte de douleur comme jadis, mais chargée d'une force tranquille, celle de l'appartenance et de la paix. La générale Hayes leva les yeux, émue. Ils savent dire qu'ici, c'est leur foyer. Et dans le souffle glacé du Montana, on aurait presque juré entendre une voix douce, familière, glisser entre les arbres. « C'est bien, mes bébés, aidez-les à guérir ». L'inauguration du mémorial eut lieu 1 an plus tard, un 15 décembre balayé par un vent glacé qui rappelait à tous la nuit où Margaret avait ouvert sa porte. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées dans la vallée de Whitmore. Vétérans, familles, enfants, anonymes venus des 4 coins du pays. Les chaînes de télévision retransmettaient l'événement en direct. Jamais un hommage aux chiens militaires n'avait réuni autant de monde. Au centre de la place circulaire, flambant neuve, la statue de bronze de Rex Junior semblait vivante. Sa posture protectrice, figée pour l'éternité, racontait mieux que 1000 discours la loyauté et le sacrifice. À ses côtés, la silhouette de Margaret, une main posée sur sa tête, transmettait une tendresse infinie. Autour d'eux, 20 autres chiens de bronze formaient un cercle, rappelant le tout premier groupe qu'elle avait accueilli. Le président des États-Unis prononça un discours solennel, mais ce furent les mots d'un jeune soldat qui marquèrent les esprits. James O'Connor Jr., accompagné de son chien Rex III, monta sur l'estrade. Il déplia une feuille froissée et dit d'une voix ferme « On m'a donné le nom d'un homme mort au combat. Mais ce que j'ai appris ici, c'est que les noms ne meurent pas. Robert O'Connor a tenté d'exposer la vérité. Margaret O'Connor a eu le courage de la porter jusqu'au bout.
Et Rex Junior, avec ses frères, a montré au monde que l'amour et la loyauté survivent à tout, même à la guerre. Aujourd'hui, ce mémorial ne célèbre pas seulement des héros canins. Il célèbre une promesse, celle de ne plus jamais traiter nos compagnons comme des outils jetables, mais comme des soldats à part entière, comme des familles. Un silence vibrant suivit. Puis des vétérans, les larmes aux yeux, se levèrent et saluèrent les statues. Leurs chiens, assis à leur côté, levèrent la tête et semblèrent de comprendre. La foule, touchée, éclata en applaudissements qui résonnèrent dans toute la vallée enneigée. Au sanctuaire, la vie continua. Plus de 300 chiens y vivaient désormais, recevant soins, repos et amour. Les visites scolaires s'étaient multipliées. Des enfants repartaient en parlant de Margaret comme d'une héroïne nationale. Hope, fidèle à son rituel, déposait chaque soir sa balle de tennis sur la tombe de Margaret avant de s'asseoir à ses côtés sous les étoiles. Rex III, lui, avait trouvé sa place au sein de la meute, devenant à son tour un pilier de protection et de réconfort. La générale Hayes, vieillissante, se rendait souvent au petit cimetière. Elle murmurait devant la pierre gravée « Elle les a tous sauvés ». Et parfois, quand le vent soufflait depuis les montagnes, elle croyait entendre la voix de Margaret rire doucement, comme si elle veillait toujours. Ce que Margaret ignorait en quittant ce monde, c'est que son geste de compassion avait lancé un mouvement irréversible. Dans les 5 années qui suivirent, 17 autres sanctuaires ouvrirent à travers le pays, tous sous la bannière de la Fondation O'Connor. Des lois furent votées pour protéger les chiens militaires et policiers. Pour la première fois dans l'histoire, des chiens reçurent officiellement des médailles pour leur service, remises lors de cérémonies publiques. Et au-delà de la politique et des institutions, un changement plus profond s'opéra. Les familles, les enfants et les vétérans commencèrent à raconter l'histoire de Margaret comme une légende vivante. Une vieille femme brisée par la perte qui avait trouvé une seconde vie en sauvant ceux que le monde voulait oublier. Une femme qui avait transformé sa solitude en héritage, sa douleur en espoir et son amour en un flambeau transmis aux générations suivantes. Chaque année, le 15 décembre, des milliers de personnes se rassemblent au sanctuaire. Elles viennent avec des bougies, des fleurs, parfois des colliers de leurs propres chiens. Elles chantent, elles se recueillent, et lorsque la nuit tombe, un hurlement s'élève lancé par Hope ou Rex III. Bientôt, tous les chiens présents répondent, puis la foule elle-même reprend le chant, mélangeant voix humaine et aboiement dans une harmonie étrange et bouleversante. On appelle cela désormais le cœur de Margaret, car son histoire n'était pas seulement celle d'une femme et de ses chiens, c'était un rappel universel. Le courage ne réside pas dans la force brute, mais dans la capacité à se tenir debout pour les plus vulnérables. La loyauté ne s'arrête pas à la mort, et parfois les héros naissent non pas sur les champs de bataille, mais dans une cuisine glaciale, lorsqu'une main tremblante choisit d'ouvrir une porte. Alors, si vous entendez ce récit aujourd'hui, rappelez-vous, peu importe votre âge, vos pertes, vos cicatrices, il reste toujours un chapitre à écrire. Margaret pensait que sa vie était terminée. Elle venait en réalité de commencer son plus grand combat. Et vous, quand la vie vous dira que tout est fini, serez-vous prêt à écrire la suite ?